Nicolas Teillard. Salut à tous. Pour ce nouvel état d'âme, on va écouter un peu la radio, puis après on va vite parler. Et c'est Claire Checalini pour l'info. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Avec d'abord cette crise historique chez les Républicains. C'est une crise Éric hystérique Ciotti a aussi. fait sauter la digue entre les LR et l'extrême droite. Le numéro 1 du parti accepte la main tendue du Rassemblement national. Stupéfaction chez nombre d'élus LR. Pas d'accord entre frères ennemis. Les offres de services de reconquête, pourtant fervents partisans de l'Alliance des droites, ont été retoquées par le RN. Normal. Tractation à gauche, il faut maintenant que le Front populaire... Ça va devenir la nouvelle droite. Se mettre d'accord sur les Ils veulent pas de l'extrême droite, la nouvelle. Éric La Zemmour. Jordanie cherche des fonds pour les Palestiniens. Elle organise aujourd'hui une conférence internationale pour récolter de nouvelles aides. Parmi les invités, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine en tournée au Moyen-Orient. Est-ce que c'est la fin des LR ou la fin d'Éric Ciotti chez les LR? On posera la question à notre invité, Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, qui sera avec nous s'en dans fout. 10 minutes. On fera une étape par le Sénégal avant 17h30. Un monde d'avance, ce sera avec Olivier Poujade. Séisme politique à droite. Le coup de tonnerre est venu du patron des héritiers du gaullisme. Bon, allez, c'est parti. Hop. Je coupe le son. Salut à tous. Beaucoup à dire depuis la dernière vidéo que j'ai faite. C'était pour partager mon vote, mon souhait que j'ai assumé. Vote Asselineau, vote un vote pour la paix, une vraie paix aux portes de l'Europe, comme ils disent, que pour un Frexit, forcément comme Asselineau le vend, même si je suis en grande partie d'accord avec ce qu'Asselineau présente dans ses conférences depuis des années. C'est assez clair, la façon dont s'est fait l'Europe. Je ne vais pas revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, Asselineau, qui a quand même fait pour le coup cette fois-ci plus que Florian Philippot, comme quoi il n'y a pas que la médiatisation qui compte. Ils ont fait à eux deux moins que le parti animaliste. Ça, c'est la bonne blague du truc. Parti animaliste qui avait légèrement plus de temps de parole quand même que François Asselineau. Donc, malgré tout, il y a principalement un effet médiatique. Je reviendrai à peine sur les débats, le débat qu'il y a eu télévisuel sur les 8 candidats de la poule A là, et les 8 candidats de la poule B, où en gros on a eu le droit à un scandale démocratique provoqué par les médias, relais des plus gros candidats et de leur soutien patron de médias, puisque on a eu un débat avec les 8 principaux là, quasiment des copies conformes que je n'ai pas regardé. J'ai juste survolé le truc. J'ai vu qu'ils ont eu le droit à 12 minutes de temps de parole. Ils ont eu la possibilité à l'unanimité de dire leur soutien inconditionnel à l'Ukraine, quel que soit le coût pour les Ukrainiens eux-mêmes d'ailleurs. Bref, donc je passe sur ce premier débat, mais le deuxième débat c'était magique, puisque deuxième débat aux alentours des 23h et qui s'est fini aux alentours des minuit avec un temps de parole complètement disproportionné par rapport au premier, sans compter le fait qu'on avait un mélange de personnes que je respecte, comme le parti animaliste, qui parlait que des animaux quasiment, avec un François Asselineau ou un Florian Philippot, ou même quelques autres candidats qui avaient des sujets entre guillemets plus sérieux à traiter que celui-ci. En tout cas, principaux pour ce qui est de l'Europe. Bref, et qui ont donc eu droit à peine 8 minutes, alors que les autres en avaient eu 12, avec un débat écourté, enfin bref. Un vrai scandale démocratique. De toute façon, la démocratie est devenue un vrai scandale, et là, définitivement, avec le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on a la fin officielle de la démocratie. Pour moi, encore une fois, bien évidemment, c'est mon avis. Mais là, c'est la fin officielle de la démocratie qui est malade depuis bien plus longtemps que ça. Bref, démocratie qui est bafouée, ne serait-ce que par la façon dont Emmanuel Macron a annoncé la dissolution et la façon dont vont se passer ces législatives. Parce que en fait,
Ces législatives sont illégales au regard du droit. Alors, il y a déjà des personnalités juridiques et politiques qui ont posé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour dénoncer cette illégalité. Il faut bien se douter que le Conseil constitutionnel ne va pas donner crédit du tout à ce recours qui pourtant est parfaitement justifié et même au-delà du droit. Enfin, c'est un vrai scandale de poser des élections à ce moment-là. C'est un vrai scandale de poser des élections à ce moment-là, c'est-à-dire de donner 3 semaines aux élections pour se mener et de faire ça en plus juste avant les Jeux Olympiques. Voilà. Moi, j'en ai rien à battre des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, c'est quand même le truc qui fait vivre là le monde du sport, qui occupe une partie de nos politiques, etc. On parle beaucoup de ça à la radio. Enfin, c'est une fête pour beaucoup. Moi, je m'en tape, mais c'est une fête pour beaucoup. Et des JO qui malheureusement s'annoncent déjà catastrophiques, là, ils sont flingués, c'est fini, c'est mort. Enfin, ça va être je sais pas quoi ça va ressembler, mais ça va être du n'importe quoi. Il manquerait plus que des attentats, des machins, on est à l'abri de rien du tout. En tout cas, voilà. C'est même pas ce que fait Macron, c'est même pas mettre de l'huile sur le feu, c'est appuyer sur le bouton atomique en fait. Voilà ce qu'il fait. Voilà. En fait, avec sa décision-là, il appuie sur le bouton atomique politique, alors qu'il est à 2 doigts d'appuyer sur le bouton atomique concret, réel, physique. En tout cas, dans les paroles. Donc bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors bref, je vais essayer de faire une petite analyse, un petit truc. Voilà la situation. On oublie donc les souverainistes. Voilà. Cette élection est précipitée à dessein tellement rapidement qu'au final, très peu de partis vont pouvoir poser leur liste et encore moins une liste avec 577 candidats plus encore 577 suppléants. Bref, voilà, il y a peut-être des opportunités pour certains, mais ce sera pas côté du parti gouvernemental là, qui change de nom toutes les élections, qui s'appelle Renaissance là, actuellement. Bref, donc voilà, qu'est-ce qui se passe tel qu'annoncé dans les médias? Eh bien évidemment, un séisme politique qui donne lieu à des secousses dans tous les sens. On a un parti gouvernemental où le mec Macron a quasiment décidé seul de cette solution, ce qui a envoyé valser le pauvre Gabriel Attal, qui de toute façon était un fusible, on le savait dès le début, mais voilà, le fusible a explosé. Il a mis 48 heures à s'en remettre et là il revient faire le chien-chien, mais voilà, sa carrière politique est terminée. Donc il a dissous avant toute chose son propre parti, son propre camp, pour devenir définitivement, c'est presque comme s'il venait de se couronner roi ou même empereur, le mec, roi de France et empereur d'Europe bientôt. Donc voilà, c'est impressionnant de mégalomanie et d'inconscience, ce qui prouve sans doute les analyses psychologiques de certains psychologues étrangers qui estiment que Emmanuel Macron a des gros problèmes psychologiques qui en font une sorte d'enfant capricieux et égocentrique. Bref, donc voilà, il a éclaté son parti. Et comment je synthétiserai un peu ce que j'ai envie de dire. Moi, j'ai l'impression, alors c'est une analyse que j'ai entendue nulle part et ça vaut pas grand chose. Enfin, ça vaut la peine de la faire. Moi, ce que je perçois, c'est vraiment une vie politique qui risque vraiment de se retrouver, peut-être pas aux prochaines présidentielles, mais mais assez vite, un peu dans le même fonctionnement que les États-Unis. En gros, les États-Unis, il y a 2 super partis. Il y a des petits partis, il y a des trucs, hein, mais en gros, c'est toujours un combat des républicains contre les démocrates. Et là, j'ai l'impression que ce qui se dessine,
pour 2027, peut-être après, peut-être plus tard, 2032, je sais pas. Mais il se dessine la même chose avec la gauche et la droite. Et ce que j'ai l'impression, c'est quand même que avec Macron, là, l'extrême droite, qui a de fortes chances, enfin ce qu'on appelle l'extrême droite, parce que en Israël, on a affaire à l'extrême droite. En France, je suis désolé, arrêtez, surtout à gauche, de vouloir comparer Marine Le Pen à quelqu'un d'extrême droite. Ça n'a aucun sens, c'est improuvable. Prouvez-le-moi. Si vous voulez dans les commentaires, faites-moi votre petite rédaction pour m'expliquer en quoi le Rassemblement National, surtout maintenant qui s'épure dans tous les sens, pourquoi le Rassemblement National est un parti d'extrême droite. Ça n'a pas de sens. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer donc avec, parce que j'ai parlé de l'explosion du parti gouvernemental, maintenant on a l'explosion de ce qui reste de la droite historique, donc les Républicains, qui va exploser en trois, en gros, à peu de choses près, peut-être en deux ou en trois, c'est-à-dire ceux qui vont rejoindre la coalition avec le Rassemblement National, ceux qui vont rejoindre le parti gouvernemental et ceux qui vont rester au milieu, qui à terme vont disparaître. Donc la droite, elle est en train d'exploser, elle est disparue. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas être le parti macronisme qui va être la droite, c'est le centre. C'est le centre. Et le centre va mourir avec Macron. Donc en fait, on a une nouvelle droite qui est en train de se composer. Donc, ce que je disais, dans les faits, l'extrême droite n'est pas l'extrême droite. Elle n'est pas si extrême que ça. Et pour certains trucs, elle est même assez proche de la France insoumise. Donc, voilà. Qui lui est considéré comme un parti d'extrême gauche. À la rigueur, pour certains aspects, pourquoi pas, mais ça se retrouve plus dans certains petits partis comme le NPA par exemple. Mais bref, on parlera de la gauche après. Donc, pour moi, ce qui risque de se passer à terme, c'est que, enfin, je parle de risque, je parle sans émotion, sans rien. Hein, je pourrais même pas voir transparaître le moindre, désir politique de mon côté, enfin, attirance politique pour qui que ce soit. C'est vraiment pas le cas. Vraiment pas le cas. Moi, je suis largué. Pour qui je vais voter, je pense que je vais retourner à mes amours présidentiels et aller voter blanc. J'en sais rien, sans doute. Je sais pas. On verra plus tard ça. On a 3 semaines pour le savoir. Mais voilà, pour moi, le Rassemblement National va sans doute devenir la nouvelle droite, puisque la droite actuelle est complètement explosée et que la nature ayant horreur du vide, en France, il faut gauche-droite, quoi. Voilà, il faut que tout se recompose. Et moi, je vois les choses se recomposer comme ça. Et donc, qu'est-ce que je vois à plus grande échelle et à plus long terme? C'est une gauche qui va essayer de s'unir. Alors là, c'est pas gagné du tout. Mais alors, c'est pas gagné. Il semblerait qu'ils vont y arriver, mais c'est du flan. C'est que de l'apparence pour ces élections-là. De toute façon, ça donnera pas une victoire et une majorité à la gauche. Donc la gauche mettra peut-être plus de temps. Mais en gros, on file vers un nouveau bloc de gauche, un nouveau bloc de droite, complètement reformé. Parce que c'est ça qui se passe. Hein. C'est une recomposition totale du paysage politique. Pour plus d'efficacité, plus d'honnêteté, plus de ce que veulent réellement les Français? Non. Clairement, non. Définitivement, non. Mais voilà, c'est ça qui se profile. Et donc, du coup, on va nous vendre du nouveau à un moment donné, pour 2027 ou 2032, ou entre les deux. On va nous vendre du nouveau, une nouvelle gauche, une nouvelle droite. Rien n'aura changé. Mais voilà ce que je vois dans ce visage politique. Et surtout, la disparition du parti, pour moi, la disparition du parti macroniste. Donc c'est ça, qu'est-ce qui va advenir de ce qu'il y a au milieu là, de l'extrême centre, on va appeler ça, parce que Macron est un extrémiste, il se revendique du centre, donc voilà. Donc Macron et son parti sont d'extrême centre. Et je ne vois pas à long terme, peut-être là ça va être le cas, mais des partis vraiment entre guillemets centristes, comme par exemple le MoDem, rester affilié à Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron, il va mourir entre, je parle symboliquement, quoique,
il va mourir politiquement sur la scène française. Faut préciser, hein, parce que il peut se retrouver au poste de Ursula von der Leyen dans 5 ans, hein. Pourquoi pas, hein. Mais il est politiquement mort en France entre la fin des législatives et 2027. Voilà. Ira-t-il jusqu'au bout? Quelque part, c'est secondaire. Qu'il aille jusqu'au bout ou pas, les 3 années qui viennent politiquement en France, c'est chaud, hein. C'est chaud. Donc voilà ce qu'a réussi à finaliser Emmanuel Macron, la dissolution de la démocratie française. Bravo. Bravo Emmanuel. Est-ce que c'est ce qu'il voulait exactement? Peut-être. Peut-être que, alors lui directement, je sais pas, mais en tout cas une partie de ses conseillers, quels qu'ils soient, ont peut-être comme stratégie cette stratégie du chaos. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a des ambitions européennes et qu'il en a rien à taper que la France meurt. Au contraire, il est peut-être là pour exploser la France, pour qu'on tende vers le projet, et là je vais parler un peu de Raphaël Glucksmann, le projet de Raphaël Glucksmann, pardon, excuse-moi Raphaël, et de ce nouveau parti socialiste, parce qu'il n'a plus rien à voir avec avant, c'est-à-dire un parti socialiste va-t-en-guerre, puisque c'est un va-t-en-guerre, Raphaël Glucksmann, et surtout au niveau européen, un souhait d'une Europe fédérale, une Europe une, avec une voix à l'ONU, voilà, pas une nation, mais une fédération de nations, à l'image des États-Unis d'Amérique, parce que c'est l'exemple. Alors pourquoi c'est l'exemple? C'est à la fois, oui, c'est un exemple. Cette Union européenne fédérale, c'est un exemple suivi des États-Unis pour soi-disant être plus fort face, économiquement surtout, face aux États-Unis et face à la Chine et accessoirement, secondairement à la Russie, et donc aux BRICS, de manière plus générale. Mais dans les faits, vu que c'est sous impulsion américaine que s'est fait la construction européenne telle qu'elle est, c'est-à-dire complètement figée à 27 et bientôt à 27 plus 9, eh bien, en fait, c'est incomparable avec l'exemple états-unien. C'est incomparable. L'Europe idéalisée par certains, j'ai eu un commentaire comme ça dans une vidéo sur cette comparaison, genre les États-Unis avec 51 États, c'est bien un tout cohérent. Donc, l'Europe pourrait être un tout cohérent à 27 ou à 36. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les États-Unis, c'est un État qui potentiellement peut clasher en deux, se diviser en deux. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Il faut remonter à la guerre d'indépendance, tout ça, pour comprendre le bazar. Mais c'est pas 51 États qui ont rien à voir avec les uns les autres, qui ont formé un. Non. Sacrée méconnaissance et argument assez faible de vouloir comparer une future fédération européenne avec les États-Unis. On n'a pas la même langue. Déjà, on n'a pas la même langue. On n'a pas la même religion. Donc on n'a pas le même affinités spirituelles, religieuses. Ça, voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus, voilà. On n'a pas, c'est déjà, on n'a même pas une monnaie unique. D'accord? On a une monnaie commune. On n'a pas une monnaie unique. Aux États-Unis, vous achetez votre café, tel prix dans tel État, c'est le même prix dans un autre État. Bon, peut-être à vérifier. Peut-être que si je me trompe, on me contredit dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Mais en gros, voilà, l'unité du dollar aux États-Unis, que je sache, elle est claire et nette. En Europe, la vie est pas la même de l'est à l'ouest, du sud au nord. Donc inconciliable, sans parler de, je prends un exemple, l'IVG qui est souhaité par certains, notamment Glucksmann, dans la Constitution européenne, et aller mettre ça aller dire ça aux Polonais, aux pays de l'Est.
impensable. Même le soutien à l'Ukraine est pas si évident que ça selon les pays. Et de plus en plus, il y en a certains qui vont y revenir d'ailleurs. Quand la Russie aura définitivement gagné, si ça part pas en cacahuète en guerre mondiale, c'est-à-dire. Bref. Donc voilà, le projet global derrière d'Emmanuel Macron et de Raphaël Glucksmann, c'est l'Europe que moi personnellement je ne veux pas. Une Europe qui fait disparaître la France, et peut-être que c'est l'objectif premier de Macron et que c'est pour ça qu'il a fait ce truc insensé de dissolution qui est en train concrètement de faire exploser le paysage politique. Voilà. Peut-être que c'est la continuation de la destruction de la France. Ça a commencé quand il était ministre de l'économie à vendre des fleurons français, Alstom, j'en passe et des meilleurs. Ça a continué sous son premier mandat sur tout ce qui est l'aspect économique. Ça a continué sur la démolition des retraites, les acquis sociaux, le chômage, la totale. Voilà. Et clairement, maintenant, si on revient parce que revenons à nos moutons, revenons à l'instant T, parce que moi, au début, je vous ai dit vers quoi je pense que ça part, vers une politique à l'américaine, les démocrates contre les républicains, droite contre gauche, et puis le reste complètement petit, complètement diminué. Avant d'en arriver là, il faut que le parti Macron soit complètement disloqué, on n'y est pas. Mais quoi qu'il en soit, si on prend les 3 gros blocs qui nous restent, surtout si la coalition de gauche, ça aussi il va falloir en parler, le Front Populaire. Parlons-en du Front Populaire. C'est quoi? Alors, c'est Ruffin qui a fait ça. Enfin, c'est Ruffin, un des artisans principal de ce truc-là. Front Populaire. Pourquoi ce nom? Pourquoi vous avez repris un truc de 1936 qui a duré à peine 2 ans, certains acquis, il n'y a pas de souci, mais qui a duré à peine 2 ans et qui derrière donne lieu à la Seconde Guerre mondiale. Parce que je ne vais pas parler du rôle de la gauche dans la Seconde Guerre mondiale. Hein, le fait qu'on a laissé l'Allemagne se réarmer, etc. Sous prétexte qu'on voulait pas d'une Seconde Guerre mondiale. Bref. On sait ce que ça a donné. Pourquoi utiliser ce terme, le nouveau Front Populaire? Sans déconner. Et puis vous faites ça alors que la NUPES, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a une France insoumise clairement pro-palestinienne et un PS pro-israélien avec Raphaël Glucksmann. Ça ne peut pas marcher. Même si vous nous faites croire que vous arrivez à faire des listes communes, mais vous allez perdre des plumes rien que là-dessus. Il y a des gens qui vont pas voter pour vous pour ça. Il risque d'y avoir une abstention de malade, je sais pas, mais bref. Ça dépend comment va marcher le barrage anti-extrême droite. Voilà, bref. Mais il va y avoir un barrage anti-LFI, qu'il soit dans le Front Populaire ou pas. Donc, c'est un merdier, pas possible. Des barrages de partout. Voilà. Alors, reparlons de ces 3 gros partis, donc, qui va nous rester pour les législatives. La gauche, avec ou sans LFI, le Rassemblement National et le parti Renaissance. Renaissance qui est mort dans l'œuf. Ces 3 partis, c'est moins évident pour le Rassemblement National. Déjà, ils sont pour la guerre. Ils sont pour la guerre. Ils sont pour continuer la guerre face à la Russie, malgré les défaites ukrainiennes, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Ukrainiens, jusqu'il n'y ait plus un seul euro à donner. Voilà. Eux, ils sont pour aller jusqu'au bout. Ensuite, on a quoi? Je vous l'ai dit. Donc, on a un Emmanuel Macron qui est sans doute là pour exploser la France. En tout cas, c'est une des hypothèses. Parce que l'autre hypothèse, c'est quoi? On va revenir là-dessus vite fait. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais l'autre hypothèse de la dissolution comme ça soudaine de Macron, c'est éventuellement que il pense gagner. Il pense gagner. Alors, pas la majorité absolue, c'est quasi impossible. Mais une sorte de majorité, relative. Je sais pas comment il va faire. Il va avoir, dans le meilleur des cas, il va avoir quelques pourcents des Républicains. Il dépassera pas les 30%. Il dépassera pas les 30%. Le Rassemblement National va tendre vers les 40%.
même s'il n'y a pas d'accord avec Reconquête, il va tendre vers les 40. Il va tendre vers les 40. Un peu de Reconquête, un peu de LR, un peu de souverainistes. Les souverainistes aussi, ils vont soit s'abstenir, soit voter Rassemblement National. Il n'y a pas d'autre solution. Les répartitions, c'est pareil. Tous les petits pourcents, parti animaliste, machin truc. Il y en a un petit peu qui va partir à gauche, mais il y a une bonne partie quand même qui va partir à droite. Donc bref. Et donc là, j'en viens maintenant, parce que ça fait déjà 25 minutes qu'on est là ensemble. J'ai à peu près fait le tour avec toutes les ramifications possibles et imaginables. Si vous m'avez suivi, je pense que c'est assez complet déjà. C'est éventuellement pour qui voter. Voilà. Et donc c'est là que je vais revenir sur ces 3 gros partis principaux. Eh bien, la gauche, cette fois-ci, là, le moteur, on pourrait dire qu'il y a 2 moteurs, mais là, clairement, le moteur, c'est Glucksmann. Vous prenez les résultats de Raphaël Glucksmann dans les grandes villes. J'ai regardé Lyon, Bordeaux, Paris. J'ai pas regardé Marseille. Glucksmann est en tête. Ok. Il y a le parti Renaissance pas loin derrière. Donc voilà, le moteur de ce Front populaire. Dans l'intention, il est peut-être LFI via Ruffin, par exemple, mais dans le cœur du truc, c'est Glucksmann. Voilà, qui se sent plus pissé parce qu'il a fait 14% et qui impose des conditions. Il impose limite presque son Premier ministre, un ancien syndicaliste, enfin président de syndicat. Bref. Donc Glucksmann, c'est le moteur à gauche. Voilà, j'en ai déjà parlé. Le mec, il est pour l'Ukraine et il est pour une Europe fédéraliste. Donc il est pour la fin de la France. En plus, c'est même à peine complotiste de dire que le mec, c'est probablement de manière directe ou indirecte un agent étranger. Quand on voit les liens qu'il a avec, on prend les liens avec son beau-père, on prend les liens qu'il a avec la Géorgie, etc. Enfin bref. Voilà. Et le simple fait de vouloir en parler, vous faites estampiller complotiste alors que c'est factuel. C'est bref. Donc on oublie. Voilà, on oublie. Je ne voterai pas pour la gauche, même si pour moi il y a plein de gens de bonne volonté. Et là, je vais parler surtout des militants. Il y a plein de gens de bonne volonté à la France insoumise, principalement, et chez les écologistes. Voilà. On peut penser ce qu'on veut du programme LFI, du programme écologiste. Il y a principalement au cœur de ce parti, pour moi, des gens de bonne volonté, des bons gars. Voilà. Ils sont pas forcément dans le bon camp, selon mon point de vue, mais des bons gars. Mais voilà, c'est mort. C'est mort. Perso, je ne voterai pas pour le parti, le Front populaire. Pas possible. Ils avaient 80 autres noms. Ensuite, bon, est-il besoin de parler de Renaissance ? Renaissance, on va pas voter pour un parti qui est en train de détruire la France, voilà, et qui va essayer de nous faire peur, mais là ça va pas marcher. Qui va essayer de nous faire peur en nous disant que si le Rassemblement national est au pouvoir, il va encore plus détruire l'économie française et encore plus la provoquer la plonger dans le chaos. Bah non, c'est déjà fait. Et si le Rassemblement national, je bafouille, va au pouvoir, il va se passer quoi ? Il va rien se passer. Le Sénat, le Conseil constitutionnel, là, qui va pas requalifier les législatives qui sont complètement illégales, ne validera pas grand-chose des décisions qui seront prises par un Jordan Bardella. Donc il va rien se passer, à part un gros blocage. Macron, peut-être qu'il mise sur une décrédibilisation du Premier ministre. Moi, j'y crois pas. Je pense au contraire, les gens vont se rendre compte que c'est pareil. Ils vont pas se rendre compte que c'est pire. Ce sera pas pire. C'est pas possible. Ce sera pire pour une autre raison que j'évoquerai à la fin. Quand je parlerai justement du vote éventuel Front National, alors Rassemblement National. Mais voilà, donc on oublie Renaissance, qui essaye de faire peur sur le Rassemblement National. Ça ne fonctionnera pas. Ils vont perdre des plumes. Même avec des coalitions, des petites coalitions avec LR, les centristes, ils feront moins qu'en 2019, dans tous les cas. Voilà. 2019 ou 2022 ? 2022, les dernières. 2022. Donc, dernier gros parti, le parti en tête dans les sondages, le Rassemblement National, qui a priori va
pouvoir faire alliance avec quelques républicains et qui, de manière indirecte, pas sous forme d'accord, va bénéficier un petit peu des voix de Reconquête, enfin des électeurs de Reconquête, parce que Marion Maréchal a fait le boulot pour ça. Voilà, dans le dos de Éric Zemmour. Voilà, donc c'est quoi le... Avant de dire éventuellement pour qui je pourrais voter, ou qu'est-ce que je pourrais voter, rappeler que vraiment là, on a une explosion de deux choses. Une explosion des partis et une explosion des égos. Éric Ciotti, Marion Maréchal, Jordan Bardella qui dit oui, qui dit non. Voilà, on a à la fois une explosion des égos et aussi, bien évidemment, une mise en situation, je vais dire ça. C'est-à-dire que c'est une chose d'avoir gagné les européennes, c'est une chose d'être favori pour les élections législatives, mais après, il y a le réel qui se produit. Et le réel, c'est quoi? C'est les réseaux, principalement. Les réseaux pas qui se mettent en place, qui sont déjà en place, mais qui retendent la machine, qui retendent les ficelles de la machine à marionnettes, là. Donc, Jordan Bardella, malgré son ego, il va vite être remis en place, surtout s'il est Premier ministre. Marion Maréchal, elle a déjà été remise en place. Éric Ciotti, il est bien comme il faut remis en place. Mais peu importe. Le boulot est fait, tout a explosé. Les personnalités les plus grotesques et égoïstes se sont affirmées. Et voilà, en route vers je sais pas quoi. Bref, et donc vote. Alors pour qui je vais voter? Hier, je vous avouerai, je me suis demandé si j'allais pas voter pour le Rassemblement National, histoire de mettre la pièce dans la balance qu'on ne veut pas voir pencher, quoi, en faveur devant toutes les autres. C'est-à-dire que le monde politique, à droite, comme à gauche, comme au centre, ne veulent pas du Rassemblement National, pour la majorité d'entre eux. Les médias n'en veulent pas, les artistes n'en veulent pas, etc., etc. Bon, ils sont pas du côté du réel, je suis désolé. La France réelle, la France profonde, elle se retrouve dans deux partis. D'accord? Et pourtant, c'est pas les mêmes. Elle se retrouve dans les électeurs de la France Insoumise et les électeurs du Front National. Je parle pas de tous les petits partis de Jean Lassalle, etc. C'est un peu pareil. Ça, c'est la France profonde. Elle n'est pas ailleurs, la France profonde. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas au PS. Elle n'est pas à Renaissance. Elle n'est pas chez les Républicains. Elle n'est pas là, la France profonde. Les gens vraiment qui subissent le plus les différences politiques depuis des décennies. Bref, où je voulais en venir? Oui, donc voilà, moi j'étais quand même tenté de voter RN. Pourquoi? Parce que si je prends la même logique que pour les européennes, je veux pas de la guerre. Et au RN, il y a un mec, même si en apparence Jordan Bardella fait son soutien à l'Ukraine, il a en son sein, je crois que c'est Thierry Mariani, quelqu'un qu'on peut qualifier de pro-russe, en tout cas qui est pour ne pas s'impliquer ou plus que ça, et en tout cas pas comme on l'a fait, dans un conflit qui ne nous concerne pas, et de pas faire n'importe quoi avec ce conflit ukraino-russe. Et donc, s'il y a un parti réellement qui, en apparence, pourrait le moins mener vers une escalade pour l'Ukraine, c'est le Rassemblement National. Après, comme j'ai dit, Bardella, s'il est Premier ministre, il a une marge de manœuvre, aucun impact sur la politique extérieure, puisque c'est le président qui garde cette prérogative. Donc ça servira à rien. Ça servira à rien. Pour toutes les autres raisons, de toute façon, voilà. Que vous le vouliez ou non, que vous pensiez encore que le Rassemblement National, c'est le parti du diable, eh ben, d'ici très peu de temps,
ce parti ne sera plus du tout considéré comme extrême droite et comme étant un parti nazi, quoi. Ça n'a aucun sens. Si vous êtes toujours sur ce logiciel-là, vous avez raté le rendez-vous avec l'histoire. Voilà. Et dans le pire des cas, du point de vue justement du Rassemblement national, dans le pire des cas, si le Rassemblement national manque son coup là, voire manque son coup en 2027, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que les autres partis font que de la merde. En tout cas, ceux qui accèdent au pouvoir font que de la merde. Ceux qui sont en capacité d'accéder au pouvoir, voilà, c'est... Donc, que vous le voyez ou non, un parti considéré comme extrémiste, de droite, va finir par passer en France. Parce que c'est comme ça, son heure est venue, son temps est venu, il y a eu trop de gaffes, trop de conneries et trop de casse sociale et plus que sociale même. Le pays a été démoli. Donc, ce qui pourrait pencher pour moi pour un vote Rassemblement national, c'est quelque part voilà, mettre la petite pièce qui finit de faire sombrer le machin. Parce qu'en fait, voilà, ma vraie conclusion, le truc, c'est peu importe. C'est qu'on va vers un chaos total de notre démocratie. J'espère pas un chaos social et vraiment, même si les probabilités pour que ça arrive sont assez fortes d'ici quelques années, voire pour cette année, Et là, ce sera presque ma conclusion. Je vais revenir sur le dernier point. De toute façon, il faut passer par ce chaos-là, quoi, quelque part. Même si je souhaite pas qu'il soit intentionnellement mis, comme est en train de le mettre Macron, j'ai quand même conscience que derrière ça, il en faut un. Il en faut un pour repartir sur des, j'espère pas des braises fumantes, mais sur des bases. Des bases qui seront complètement à plat. Voilà. Et donc, du coup, voilà, toutes les raisons un peu pour lesquelles je pourrais tenter de mettre mon petit bulletin pour le Rassemblement national. Par contre, là où j'ai pas envie, c'est que, bien évidemment, et ça, là, c'est pas pour apporter de l'eau au moulin de tous ceux qui veulent faire barrage au Front National, mais c'est pour une raison vraiment concrète, c'est que si le Rassemblement national accède au pouvoir, je ne vois pas comment une partie de la gauche, que ce soit des politiques ou des militants, donc des citoyens, vont rester sans rien faire. Et je pense que ça risque d'être le gros bordel dans les rues, en fait. Voilà. On aura une tendance, sans doute ce week-end, puisqu'il y a des appels à manifestation de la part des syndicats contre le Rassemblement national. Un peu ce qui s'est passé en Allemagne, hein, qui a joué, d'ailleurs, qui a réussi à faire baisser ce parti pour les européennes, parce que il y a quasiment qu'en Allemagne qu'il a pas fait une grosse percée, hein, ce qu'on appelle l'extrême droite. Parce qu'il y a eu des grosses manifs, bien évidemment, parce qu'il y a un historique qu'on connaît tous en Allemagne, et puis aussi il y a eu des grosses gaffes faites par ce parti, voilà, qui est un parti d'extrême droite, peut-être pour le coup vraiment d'extrême droite, qui est pas très apprécié des autres partis considérés comme du même bord. Bref. Donc j'ai pas envie du chaos. Donc ma conclusion c'est le chaos. Plus que jamais c'est le chaos. Mais j'en ai pas envie, donc je vais très certainement m'abstenir. Voilà. S'il y avait, mais là c'est pas du tout le cas, c'est ce que je voulais pour les européennes, c'est voter pour un parti, c'est pour ça que j'ai voté Asselineau, qui pouvait faire 5% et qui pouvait apporter une voix supplémentaire, mais juste une voix, c'est juste voilà, une parole. Eh bien voilà, j'ai mis ma pièce là-dessus. Là, s'il y avait un parti pour les législatives qui pouvait passer, mais il faut faire 12,5%. Aucun parti petit parti ne va résister à. C'est pour ça qu'il va y avoir trois gros blocs en fait. Le bloc au milieu qui va continuer à se dissoudre d'ici 2027 et les deux blocs dont je vous ai parlé, droite-gauche. Voilà. Mais pas de petit parti pour qui voter, je pense pas. On verra une fois que les listes seront posées. Mais encore une fois, le fait de poser ces législatives dans 3 semaines, c'est clairement pour couper l'herbe sous le pied une grosse partie des petits partis justement. Voilà.
Donc c'est la merde, c'est le caca. Les JO, ça va être secondaire. C'est ça qui est dingue. C'est que les JO s'annonçaient catastrophiques. Je ne sais pas si ça aurait été le cas ou pas. Mais les JO s'annonçaient catastrophiques. Emmanuel Macron a tué ce qu'il présentait comme son bébé. C'était son bébé, les JO. Bah, il l'a tué. Il l'a tué. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on a un Jordan Bardella qui accueille les autres nations pendant les Jeux Olympiques? Vu la psychose qu'on a, on est capable d'avoir un truc digne, encore une fois, de la Seconde Guerre mondiale. Avec un refus, certains pays qui pourraient refuser de venir participer aux JO en France. Bah, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment que ça peut se passer, que ça a de fortes chances de se passer. Bien évidemment. Et encore une fois, ça c'est. Est-ce que c'est voulu pour masquer des JO catastrophiques? Je ne sais rien. Le problème, c'est que normalement, un pays démocratique, il y a tout un tas de barrières, il y a tout un tas de verrous qui permettent qu'un pays comme le nôtre, mais c'est pareil dans quasiment tous les autres pays, partent en cacahuète. Emmanuel Macron a fait sauter tous les verrous. Pourquoi? Parce qu'il est le seul. Il est le seul et il n'y a personne d'autre. Je parle dans des personnes démocratiquement élues. Je ne parle pas des gens qui tirent des ficelles derrière, qui influencent, etc. On va commencer par Brigitte. Mais ce mec fait tout seul. Il a fait péter tous les verrous. Je vois pas quel autre verrou il reste à faire péter. Je vois pas. Il manque plus que les cerises sur le gâteau, que seraient, je vous dis, que seraient des actes soit terroristes, soit violents en interne. Donc voilà, tout ça c'est très noir. Mais bon, c'est la réalité en fait. Il faut savoir être réel. Pour ce qui est de l'aspect positif, bah dans au mieux 15 ans, on devrait repartir sur des bonnes bases. Voilà, donc je t'en prie, jeune homme, passe. Va falloir attendre 15 ans pour s'en remettre de tout ça. Allez, je vous laisse là. Je cherchais une note positive pour finir. Ben, c'est le cas. C'est une note à la fois positive et réaliste. Voilà, c'est impossible de réchapper à l'effondrement de la démocratie en France. Voilà. Voilà. Peu importe ce qui se passe derrière. Peu importe. Voilà. La droite et la gauche, ça devrait être fini, mais ça va pas être fini. Voilà. L'alternance droite-gauche, ça devrait être fini. Je parlais l'autre fois dans une dernière vidéo de retour d'homme providentiel. J'ai dit il fallait pas s'attendre. Faut pas s'attendre à en avoir, mais je vois pas d'autre solution qu'un homme providentiel. Donc retour de quoi? Retour d'un entre guillemets dictateur à la De Gaulle, faut espérer, ou retour du roi. Retour du roi. Voilà. Parce qu'en fait, la grandeur de la France s'est fait sous la royauté. La décadence de la France s'est fait sous la République. Donc, voilà. Que faire? Je sais pas. Se présenter? Vous voulez que je me présente au présidentiel? Alors, pas tout de suite. Voilà. Comment on fait? On fait un parti? Comment on l'appelle? Le vrai centre? Ou le centre vrai? Oh, le vrai centre. Le VC. Le vrai centre. Le VC. Ah ouais. Campagne de... Allez, 2037. Il faut laisser de la marge. Je suis candidat, officiellement, à la présidentielle de 2037, avec mon parti Vrai Centre, le VC, pour tirer la chasse. Et qu'est-ce que je mets au fond de la chasse? Mesdames et messieurs, moi je vous propose de mettre la République à la poubelle et de construire une nouvelle France, pas royaliste, pas une dictature, un nouveau truc. Faut faire un nouveau truc. Voilà, on a 13 ans. Chers compatriotes, bel bonsoir.